Ici Cathy Tropiano. Cette semaine, au Showcase des conférenciers, j'ai le plaisir de recevoir Roger Brulotte. Il est commentateur sportif derrière la célèbre phrase « Bonsoir, elle est partie ». Il travaille depuis 1969 avec les Expos de Montréal. Vous le connaissez comme chroniqueur à la radio. Il a aussi travaillé au Journal de Montréal. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il nous partage des anecdotes puissantes, une sur Youpi, une sur Céline Dion. Vous allez aussi voir que la prise de parole en public et le storytelling font partie de son univers. Et aujourd'hui, je l'accueille dans mon univers. Bonjour et bienvenue au Showcase des conférenciers. Aujourd'hui, je suis extrêmement honorée de recevoir Roger Brulotte. Bienvenue dans le studio d'enregistrement. Ah, ça fait plaisir d'être ici. Ça fait de fun de discuter. Je ne sais pas de quoi, mais on va avoir du fun. Aujourd'hui, on parle de prise de parole en public, on parle de storytelling. Puis quand on s'est croisés tantôt, vous m'avez dit on va pas aller dans la vie personnelle, fait qu'on va rester un peu en surface. Nous, on a un ami commun, Francis Dupont. Ah, quel bon gars. Il travaille très fort pour les Alouettes. Ça fait des années qu'il fait un travail incroyable au sein du média. Il est dynamique. Je l'aime beaucoup, donc on le salue. Merci, Francis. Donc, moi, quand je reçois mes invités au Showcase des conférenciers, j'aime ça qu'on parle un peu de leur enfance. Fait que Roger Brulotte, quand il était petit, au primaire, est-ce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'amis? C'était quelqu'un qui était plutôt solitaire? Solitaire, j'ai jamais connu ça. Même aujourd'hui. Lorsque j'étais plus jeune, je demeurais sur la rue Hogan, près de Frontenac, puis au Chalaga. Et je m'amusais. Je jouais au baseball, je jouais au hockey, je jouais au football. Les plus beaux moments, je dirais, c'est dans la cour avec mon père. On avait une grande cour avec une écurie en arrière parce que le laitier gardait son cheval là. Oh, wow! Fait que là, j'allais me lancer à tous les jours à la balle avec mon père. Et l'hiver, chez mon voisin à côté, chez Robert Chéral, on jouait au hockey dans sa cour. Fait que jeune, j'ai fait pas mal de sport. Fait que beaucoup d'amis, beaucoup entourés. Ça n'a jamais arrêté. Ça n'a jamais arrêté. Mais c'est ça, les sports, je pense que c'est le travail d'équipe. Ça développe aussi l'esprit de famille. Donc, très jeune, on s'entoure de gens. C'est parce qu'on s'entoure sans le savoir. C'est parce qu'on est des équipes. Les sports individuels, c'est encore plus difficile. Tu sais, tu joues au tennis, tu joues au golf, tu n'as pas d'amis autour de toi parce que tu te bats contre toi-même. Tu vas affronter un adversaire. Tandis que quand tu fais les autres sports, ça prend quelqu'un pour t'aider. C'est là qu'est la grande différence. Puis à l'école, quand le professeur parlait d'un exposé oral, est-ce que Roger était content ou Roger aimait pas ça? Là, il était tranquille. À l'école, j'étais aguissable. Haïssable! Mais de là, aller parler en avant de la classe, non, c'était pas mes habitudes. OK, fait que ça donnait mal au ventre, ça donnait... Ah, ben oui, t'es nerveux. Hein? Jusqu'au primaire, t'es nerveux. Mais c'était le fun. Mais c'est drôle qu'aujourd'hui, la carrière au complet, c'est sur la communication. C'est sur la communication, mais je suis encore nerveux à chaque fois. Ah oui? Je dis toujours aux gens, la journée que je vais aller parler, et je suis pas un peu nerveux, reste chez nous, parce qu'il manque quelque chose. L'enthousiasme n'est pas là. Puis quand tu veux parler à quelqu'un, il faut que tu communiques. Il faut que tu communiques en quoi tu crois et surtout en quoi tu veux passer ton message. C'est ça que je trouve important. Puis le track, c'est toujours bon signe. Ah, ben oui. Le track, c'est le fun. Tu sais, tu vas faire un match de baseball, tu n'es pas nerveux, pas de track, pas de fun, tu n'as pas de passion à transmettre. Aujourd'hui, on connaît votre carrière à la télévision, dans divers journaux, aussi avec les chroniques. Quelqu'un qui ne vous connaît pas, comment se présente Roger Brulotte? À chaque fois que je rencontre quelqu'un, Oui. Vous avez vu tout à l'heure quand je suis arrivé, j'ai toujours dit Roger Brulotte. Oui. C'est toujours mon nom. Les gens disent, on te connaît. Mais écoute, tu me connais pas, là, tu vas me connaître. Fait que je me présente toujours. J'ai toujours dit mon nom depuis les expos. Avant, j'ai rajouté les expos, mais là, ils sont plus là. Vous travaillez avec les expos de... 1969 jusqu'à la fin. Oui. J'ai commencé dans le recrutement. Ensuite de ça, dans relations médias. Ensuite de ça, directeur de voyage, que j'ai bien aimé. Et mise en marché. Et on a eu la création de Youpi pendant ce temps-là. Et ensuite de ça, le baseball à radio et à télévision. Parlons-en de la création de Youpi. C'est vous qui avez eu l'idée de la mascotte. C'était avec Roger Deslandry. Roger Deslandry, c'était notre vice-président à l'époque. Puis on s'est dit, on va-tu faire une mascotte? Puis lui, il est arrivé avec l'idée de Suzuki, notre premier mascotte. Notre premier mascotte faisait peur au monde. Les pauvres jeunes pleuraient. Ils voyaient la mascotte, ils pleuraient. Et celui qui incarnait le personnage, un de nos beaux amis, que son âme reste en paix, Willie Williamson, un homme fort. Et puis à un moment donné, il y en a un qui a donné une claque à l'arrière de la tête, mais c'était une grosse tête. Pas une tarte, une grosse tête de baseball. Puis là, ça a résonné. Puis là, il s'est tourné de bord. Il dit, fais ça encore, toi. Je m'attends à donner une claque. Tandis que Youpi, c'était à l'inverse. Youpi, quand on s'est assis avec Roger Landry et moi, on a rencontré les créateurs des Muppets, okay. Harrison et Erickson, et c'est de là qu'on a développé Youpi, où ce qu'on est rendu aujourd'hui. Entre l'idée et la création, ça a-tu été long? Ça a-tu été une longue période? 6 mois.
une période estivale, point. Donc, j'avais dit hivernale. Hein, parce que l'estival, on joue au baseball. Non, c'est arrivé après la saison 79. On s'est assis et dit, hey, il faut faire quelque chose. Et on est arrivé avec Youpi. Puis je suis curieuse, est-ce que vous étiez nerveux de la montrer au public ou est-ce que c'était confiant? Motivé. Ah, et est-ce que j'avais peur? Non. Mais craintif de la réaction, oui. La seule chose qu'on a faite avec Youpi, on a pratiqué longtemps. On a fait un personnage qu'on a développé ensemble. Qu'est-ce qu'on voulait faire? On l'a développé. Et son entrée sur le terrain, on lui a dit, il faut que ça soit spectaculaire. OK. Fait qu'on a travaillé ensemble. Il est rentré en moto du chansante. Il a fait 4-5 pirouettes. Il a sauté sur le terrain. Et le monde a embarqué. Ils ont vu ce beau gros toutou-là, puis ils ont embarqué. Mais là, je suis un petit peu curieux. C'est qui la personne qui incarnait Youpi? C'était une personne qui était jeune ou c'était une personne, sans dire le nom, là? C'était quelqu'un... Je m'en souviens pas. Mais c'était quelqu'un de Je trouve dynamique. ça malheureux que des gens s'identifient qui font Youpi. Je suis content pour eux autres. Oui. Mais c'est comme dire, mon oncle faisait le Père Noël. Ah ouais, je comprends. Tu sais, en vieillissant, tu as connu Youpi tout jeune, ton Père Noël était là. D'un coup, tu arrives à 10, 12, 15 ans, Père Noël, là, c'est juste le Père Noël. Puis là, il y en a un qui dit, c'était ton oncle. Oh, que ça fait mal. Wow. C'est parce que c'est pas la personne en dedans qui a fait Youpi. Non, c'est le personnage. Je me souviens, un des personnages, à un moment donné, il dit, tu sais, Roger, il dit, j'aimerais plus d'argent. Je dis, ah, t'as raison. Il dit, tu sais, si je fais tout un choix avec Youpi, t'es bon. Je vais faire une affaire avec toi. Débarque du costume puis plonge. Ah, c'est sûr que c'est pas la même chose. Mais les gens qui ont incarné Youpi ont fait un travail incroyable. Voilà. Du début à la fin, ils ont respecté le personnage. On n'a jamais changé la philosophie et surtout ce qu'on voulait avoir du personnage. Un personnage qui était gentil avec le monde et gentil avec les jeunes. Et ça n'a jamais changé. Ça, il faut donner ça. Le Canadien a maintenu cette tradition-là. C'est le fun. On en a effleuré juste un peu tantôt. Vous avez dit qu'est-ce que vous avez fait pour les expos. Donc, j'ai vu les médias sociaux, le recrutement, la publicité, même le marketing. Je pense que vous restez humble dans tout ce que vous avez fait. Ça s'est passé comment? Comment on arrive à travailler pour les expos puis monter tous les postes, tous les grades? Moi, j'étais chanceux. J'étais entraîneur de baseball à Montréal. Je vendais des mops et des balais chez Imperial Mops and Brooms. J'avais enseigné un peu auparavant. Et puis, il y avait 2 jeunes joueurs qui jouaient pour moi au Loisir Saint-Eusèbe. C'était Denis McSween et M. Michel Dostolaire. Et les expos, on les a signés. C'est là que ça a commencé. André Pratt et Richard Bellet, qui étaient présidents de Baseball Québec à l'époque, m'ont recommandé aux expos. Et j'ai commencé comme recruteur. Et à compter de ce moment-là, les gens ont dit, t'as-tu trouvé ça long, travailler chez les expos? J'étais chanceux. À tous les 3 ans, je changeais d'emploi. Si je n'étais pas bon, je ne voulais plus m'avoir, mais je changeais d'emploi. Tu sais, j'ai travaillé au tout début, le développement de Gary Carter, Steve Rogers, Tim Raines. J'ai été impliqué dans ça, avec le recrutement. Ensuite de ça, je suis directeur des voyages. Oh boy, 2 ans de temps à guider ces jeunes-là partout. Et ensuite de ça, bien, mise en marché, c'était formidable. Un défi avec Roger Deslandry. On a pris cette équipe-là, on n'attirait pas de monde. Et lorsqu'on a quitté, lui et moi, le marketing, on attirait payant 2,7 millions. Payant. Wow, quelle montée, là. T'as pas payé. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus, puis qu'est-ce que vous avez aimé le moins de cette période-là? La seule période qui a été difficile, c'est de perdre sur le terrain. C'est ça. Personne n'aime ça, perdre. Parce que hors terrain, Cathy, tout allait bien. Hors terrain, 2 fois ont été choisis l'organisation par excellence dans la mise en marché. Après que Roger Deslandry est parti, Richard Morancy a pris en main le marketing avec René Guimond et ça a continué. René Guimond, qui a dirigé Cogeco pendant de nombreuses années, c'est lui qui m'a donné la chance de faire le baseball à la radio. C'est lui qui a dit, Roger, on veut t'avoir à la radio. Je dis, OK. Ça a commencé de même. Puis la radio, est-ce que c'est de là que vient la phrase mythique bonsoir, elle est partie? Un bon après-midi. Non, je veux qu'on me raconte ça. Là. Je veux vraiment le storytelling de cette histoire-là. En plein après-midi, je suis là avec Jacques Doucet à San Diego. Les Expos vont faire ouvert la saison en 83 à San Diego. Et j'étais avec Jacques. Jacques décrit les 3 premiers manches, moi les 3 manches suivantes. Mais j'avais encore aucunement l'idée de ce que j'étais pour dire. Je vais toujours dire que ça serait spontané. Si c'est pas spontané, non. Surtout dans une affaire de même. Fait que je vois les Expos frapper un coup de circuit, je dis « Bonsoir! » Et il est parti. Puis là, Jacques Doucet dit à moi, il dit « Roger, on est en après-midi. Jacques, quelque part dans le monde, on est en soirée. » Et ça a resté. Mais cette phrase-là, il y a l'intonation, il y a la parole. Là, je veux l'entendre comme on la disait quand ça se passait pour vrai. Bonsoir! Elle est partie.
Mais c'est meilleur quand c'est vrai. J'adore ça parce que ça, c'est une signature. Ouais, c'est mais quelque chose qui... c'est une signature, je suis chanceux. Parce que là, si je croise les gens n'importe où, la première chose qu'ils veulent entendre, c'est un bonsoir, il est parti. Et Harry Carey, qui était un des plus grands commentateurs de baseball, était avec les Cubs de Chicago. Puis une fois, on était ensemble, un jeune m'a demandé de signer sa balle. J'ai signé Roger Brulotte, il m'a regardé. C'est comment Roger Brulotte? Il veut rien savoir de ton Roger Brulotte. Comment il veut rien savoir? Qu'est-ce que tu dis en ondes? J'ai dit bonsoir, il est parti. Tu signes bonsoir, il est parti. Fait qu'à chaque fois que je signe mon autographe, je signe bonsoir, il est parti. Roger Brulotte et le sourire. Le sourire qui suit sur le visage des gens est incroyable. Fait que ça, c'est à partir de quelle année qu'on a changé cette signature-là, justement? 85. 85? Là, j'ai dit, il dit, OK, on y va. J'ai non, mi-84, pas vrai, mi-84. On était à Montréal, au Stade olympique, il dit, Roger, hey, Roger Brulotte, c'est qui Roger Brulotte? Il dit, dans 20 ans, ils ne sauront pas c'est qui Roger Brulotte, puis je riais. Là, j'ai dit, bonsoir. Lui, parce que quand lui, il signait sa balle, lui, il disait, Holy cow. Pour Il écouter. écrivait ça? Holy cow, Harry Carey. Ah, j'adore ça. Vous savez, ça va être fait avec un grand respect incroyable, mais tellement logique. La journée de mon décès, j'entends encore le bulletin de nouvelles qui va s'amorcer. Bonsoir, il est parti. Ah, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui va se dire. Il n'est pas obligé de nommer le nom. Et ça va être respectueux. Combien de fois au salon mortuaire, les gens me disent, vous devez-tu dire bonsoir, il est parti? Mais non. Mais ça arrive. Mais cette phrase-là, c'est sûr qu'elle vous... Je suis choyé. Je suis choyé que, écoute bien, 84 à aujourd'hui, et les gens le disent encore. Pas trop pire, ça fait 40 ans. Hein? Moi, j'adore ça. Donc, si on revient un peu en arrière, vous avez eu à maintes reprises dû prendre la parole en public, là, prendre la parole, parler dans un micro, parler devant des gens. Comment ça s'est fait, cette transition de « je veux pas parler devant les gens » à « ça, c'est en vieillissant. En vieillissant, devenu entraîneur de baseball, okay. Et c'est là que la communication est arrivée. C'est là que j'ai dit, bien là, on va communiquer. Puis aux expos en 69, au début, il n'y a pas de francophone pour parler. OK. Fait qu'il m'envoyait. Puis comment on passait, mettons, la peur ou cette peur-là de parler devant les gens? Comment on passait? Ah ouais. La confiance d'être où tu es supposé d'être. Si tu donnes une conférence à un endroit que tu n'es pas supposé d'être, mentalement, ta conférence ne sera jamais bonne. Va pas donner une conférence puis tu ne connais pas le sujet. Et quand je parle du sujet, des personnes à qui tu parles. Le sujet que tu veux donner, ça, tu l'as. Mais c'est pas le même sujet, c'est pas la même façon de le livrer. Mais vous l'avez dit tantôt, c'est plus important le message. Je vais t'en donner une. Oui, j'aime ça. Prépare-toi. Oui. OK. Ma mère est décédée de l'Alzheimer. OK. Et la Société de l'Alzheimer me demande d'aller parler. Puis absolument, eux autres, ils m'ont demandé juste une fois, je m'ai compris. Je suis allé une fois. Il y avait au-delà de pas loin de 300 personnes. Habituellement, il était à 20 personnes. Ah. Là, j'ai commencé à parler de ma mère. J'ai parlé de ce que j'ai vécu avec ma mère. Oui. Puis je leur ai dit de ne pas oublier l'affaire la plus importante. Moi, ma mère, ces 2 dernières années de sa vie, elle ne savait pas qui j'étais. La première fois que ça arrive, ça, 4, ça donne un coup. Et juste avant ça, elle m'a demandé de chanter pour elle. À chaque fois que je chante My Way, c'est pour elle. Oh, mon Dieu. C'est ma chanson typique, je chante My Way pour elle. J'explique ça aux gens. Quand ma mère ne savait pas qui j'étais, mais j'allais la voir tous les jours. Quand des expos étaient sur la route, j'y allais pas, qui est normal, mais quand je revenais, 3 heures le matin, minuit, j'étais là. Après un match de baseball, j'étais là tous les fois. Et les gens au CHSLD, Paul Lisotte à Montréal-Nord, ont été incroyables avec ma mère et à moi de m'accepter à minuit soir. OK? Wow. Et là, les médecins disent demande à ta mère de mourir. Je venais demander à ma mère de mourir. Pendant que je suis ici, jamais qu'elle va mourir. Le médecin ne me croit pas. Là, je parle à ma mère. J'ai dit, ma mère est anglaise, elle venait de Liverpool. J'ai dit, j'ai dit, ça fait 2 ans qu'elle ne va pas parler. Elle est couchée. J'ai dit, ma soeur est partie à 40 ans, tumeur au cerveau. J'ai dit, pourquoi tu t'en vas pas? Va rejoindre tes sœurs, va rejoindre ma sœur. Tu sais, le message qu'on dit, dis à quelqu'un de partir. Ouais. Et là, soudainement, ma mère ouvre ses yeux. Elle avait des beaux yeux bleus. Elle ouvre ses yeux et elle dit, Roddy, pourquoi tu veux que je meure? Fait que quand je rencontre des gens... Wow. Quand je rencontre des gens puis ils demandent à leurs parents ou leurs proches de mourir, je leur dis toujours, hey, m'en dis pas de mourir. Dis-y que tu l'aimes. Donne-y de beaux messages à la fin. Je t'aime, maman. C'est bien plus beau que de dire,
pourquoi tu ne meurs pas? Mais quel courage ça a dû prendre, tu sais, quel travail intérieur ça a dû prendre de dire, OK, je vais écouter le docteur parce que je suis sûre que c'était contre la volonté. Mais je lui ai montré contre... qu'il avait tort. Oh, wow. Je lui ai montré qu'il avait... Excuse-moi si je pleure un peu. Là. Mais moi aussi, Mais, on va avoir besoin des Kleenex. Mais, on va avoir besoin des Kleenex, voilà. Tu sais, ce que j'essaie de dire, Cathy, c'est que quand tu donnes une conférence, passe le message que tu dois passer. Les gens ne veulent pas t'entendre parler de toi. Ils veulent que tu transmettes un message. Et ça, ce message-là, je le dis toujours dans mes conférences. À un moment donné, un de mes proches, Maman Dion, quand son fils, Michel, est décédé, j'étais à la maison palliative à des morts de Dion. Oui. Puis là, tout le monde disait, tu peux partir. Je leur ai dit, pourquoi vous ne dites pas que vous l'aimez? Puis je leur ai conté mon histoire. Ce soir-là, ils lui ont dit qu'ils l'aimaient, puis il est parti. Mais quelle belle façon de dire à quelqu'un, je t'aime. Oui, parce qu'on a l'impression qu'ils le savent, mais le fait de le dire, ça... Moi, je me dis toujours, quand tu lui dis, va-t'en, là, puis il pleure, c'est comme si tu lui dis, je veux pas t'avoir, me semble. Oui, c'est pas ça qu'il faut dire. Donc, moi, c'est le message qui... C'est assez spécial. En fait, je l'ai dit que ça devrait être spécial. Là. Oui, vraiment, là, c'est vraiment intense, c'est vraiment puissant. Merci d'avoir partagé cette histoire-là avec autant de vulnérabilité puis autant d'authenticité. Là. Je suis privilégiée, je l'ai dit en ouvrant le podcast. Vous n'allez pas faire des podcasts puis vous avez accepté de venir au mien. Le seul que je fais, excuse-moi, c'est la poche bleue parce qu'il m'engage. Donc, encore plus privilégié. J'espère que vous appréciez cet épisode qui est rempli de pépites. Si vous trouvez que ça vous fait réfléchir, que ça vous fait vivre des émotions, que ça vous fait rire, que c'est différent que ce qui est présenté ailleurs, je vous invite à me laisser un petit review, un commentaire positif. Puis si vous avez envie de me faire un like et un partage, je vous dis que ça peut avoir un grand impact. Là, on a parlé qu'on était avec Céline Dion, on était avec des grands présidents des États-Unis. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une personne qui vous inspire? Quelqu'un que vous regardez puis vous dites, cette personne-là... C'était mes parents. Ah, ben oui. Mais parlez-nous de ça. Mes parents, ma mère anglaise, mon père français, qui m'obligeait de parler anglais-français à la maison. Je choyais, j'ai pas d'accent. Mais c'est toujours de même. Mais la discipline que mes parents avaient avec moi, c'est pas croyable. Fait comment on nous oblige à parler anglais-français? Vous allez à l'école en français? Anglaise. En anglais? Oui, j'allais à l'école en anglais. Puis à la maison, avec les parents, on parle en non, français? avec ma mère en anglais, avec mon père en français, à la table. À la table? Fait que j'ai pas connu ça pour pas parler une langue. Mes amis, c'était français et anglais, parce que j'allais à l'école anglaise, mais je jouais avec des amis au hockey, avec des amis francophones, fait que... Bien, je m'en allais là. Comment les amis s'ajustaient, mais les amis, je comprends qu'ils faisaient la même chose. Dépendant de la bataille du jour, les Anglais et les Français, on se battait un contre l'autre. Qui était le plus fort, journée-là, de ce côté-là? Et là, j'ai envie de savoir s'il y a une histoire que vous avez entendue quand vous étiez plus jeune, puis qui vous a suivi toute votre vie. Vous en avez partagé quelques-unes, mais tu sais, des histoires qui nous marquent, qui font une différence dans notre vie, dans notre quotidien. Est-ce que je sais que ça fait réfléchir cette question-là, mais une histoire qui nous suit. L'histoire qui nous suit, moi, c'est ma passion pour le sport. C'est une histoire facile. J'ai toujours aimé le sport. À partir de l'âge de 5 ans jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce qu'on se rappelle d'un moment précis? Est-ce qu'on peut dire c'est à partir de ce moment-là? Mais pour moi, c'est la journée que mon père m'a emmené voir les Royaux. Mais avec mes amis, c'est mon intensité et mon joie de vivre. Ma joie de vivre a toujours été là, même quand j'étais jeune. OK, papa vous a emmené voir les Royaux. Les Royaux de Montréal. Je veux entendre cette histoire. Écoute, mais t'es tout jeune, t'as 5 ans, t'as 10 ans, t'envoies les Royaux. Aujourd'hui, que c'est l'école Pierre Dupuis, que je comprends pas encore, c'est pas l'école Jackie Robinson. C'est là que le premier Afro-Américain a joué au baseball. J'ai rien contre M. Dupuis puis Expo 67, mais je pense que Jackie Robinson a un plus gros impact dans le monde entier comme premier joueur afro-américain de jouer dans le baseball majeur, qui a joué ici à Montréal avant. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais je pense que aller voir les Royaux, pour moi, c'était le fun. Je voyais les joueurs de baseball, mais jamais j'aurais pensé un jour de décrire les matchs. Ça, non. Jamais. Puis décrire les matchs, la première fois qu'on vous a demandé de faire ça, est-ce que c'était quelque chose que... Je lui dis OK. Est-ce que j'ai pratiqué pendant le camp d'entraînement? Avant, non. Avec Jacques Doucet, par contre, au camp d'entraînement, à chaque jour, je faisais 3 manches avec lui de pratique. Là, j'allais avec lui. Puis là, il y avait mon enthousiasme quand j'ai commencé. J'avais peur d'en mettre. Okay? OK. Et là, M. Raymond Demers, qui a aidé beaucoup Michel Bergeron dans le monde du hockey, il m'a aidé dans le baseball et le hockey aussi. Puis Raymond, j'appelle M. Demers après mon 5e match. Ah!
Je suis tout excité. M. Demers, comment avez-vous trouvé? Pourri. Ça, c'est un point tournant dans ma carrière. Pourri. Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là? Comment on s'en va à la maison? Est-ce qu'on se dit, on a le Non, syndrome c'est de parce que l'imposteur? il y a pas juste... Tu sais, juste dire à quelqu'un t'es pas bon, faut que tu dises pourquoi t'es pas bon. Puis est-ce qu'il l'a dit? Ah ben oui. Il dit, t'as engagé pour qui tu es, sois pas quelqu'un d'autre. Mais ça, il y a la nervosité qui embarque, il y a le... Non, t'as peur. Ouais, c'est Au ça. début, t'as peur. T'as peur d'être toi-même. Quand quelqu'un commence dans notre milieu, je le dis toujours, imitez personne. Au début, le monde n'acceptera pas ce que vous faites. Mais continuez. Continuez à le faire. C'est ça qu'on a fait. Je pense que c'est l'erreur de beaucoup de gens d'essayer d'imiter quelqu'un parce que justement, on se trouve pas T'imites parfait. quelqu'un quand tu donnes un spectacle. Là, tu as le ça. droit. J'aime beaucoup ça. C'est ça le temps. À part de ça, si t'es pas toi-même, tu t'en vas où? Puis moi, j'ai toujours été de même, moi-même. Au début, j'ai dit, M. Demers, vous êtes un peu tough. Non, si t'es pas toi-même, tu passeras pas à travers. Il a raison. C'est vrai. C'est plus on arrive à être authentique, plus c'est ça que les gens recherchent. Mais le monde te croit. Mais c'est de demeurer de même tout le long. Oui, je pense que c'est facile à dire. Aujourd'hui, encore plus avec tout ce qui se passe, faut travailler ça. Mais il faut travailler de soi-même. Si tu fais ce que tu aimes et tu le fais en étant toi-même, tu peux pas te tromper. Parce que comment j'étais hier? Non. Non. C'est aujourd'hui, tu continues. Continue. Au showcase des conférenciers, c'est des dirigeants d'entreprise qui écoutent le podcast. C'est aussi des aspirants conférenciers qui écoutent le podcast. Fait que, mettons, pour les dirigeants d'entreprise qui veulent engager Roger Brulotte pour des conférences, qu'est-ce qu'on leur dit aux dirigeants d'entreprise? Humour, c'est Oui. sûr et certain. Puis un côté sérieux. Et moi, je dis toujours, c'est pas compliqué d'être dirigeant. Quand tu as commencé, il y avait le cadre principal. Puis autour, c'est les petits cadres dans un... Tu sais, quand tu rentres dans une maison, où est le gros cadre? La pièce principale. Oui. Les autres cadres sont un peu partout dans la maison. Oui. Puis je dis toujours, si tu deviens le gros cadre, il faut que tu travailles avec les petits autour. Oui. Sinon, tu vas te trouver dans la toilette comme cadre. J'aime l'analogie. Tu pars de loin, hein? Tu vas être encore un cadre, mais tout petit cadre accroché dans les toilettes. On parle d'analogie, de métaphore. Ça, c'est une super métaphore puissante. Merci. Puis pour ceux qui aspirent à être conférenciers, mettons, qu'est-ce qu'on leur dit à eux? Un conseil, ceux qui rêvent d'un jour aller dans des entreprises, faire des conférences. On a déjà dit, soyez authentiques, soyez vrais, partagez, pensez au message que vous partagez. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aussi? Connaître son monde. Connaître son monde. Connaître son monde à qui tu parles. Faut jamais que tu oublies, quand tu donnes une conférence, c'est pas pour toi. Moi, quand je fais le match de baseball, Oui. à TVA Sport, encore aujourd'hui, que la max soit 10-0 ou 1-0, c'est la même intensité. Parce que la personne qui prend le temps de m'écouter, elle mérite d'avoir un Roger à son meilleur. Oui. Parce qu'il n'est pas à son meilleur, c'est pas le fin. Fait que quand tu donnes une conférence, il faut que tu t'assures à qui tu parles et quel message que tu dois passer. Puis comment on connaît un peu le monde? Comment on Tu fait? t'informes. On pose des questions. Tu t'informes. La personne qui t'engage, tu poses des questions comme rien n'était. Puis là, tu viens d'apprendre. Bon, voici mon sujet. De quoi tu veux que je parle? C'est quoi le sujet que vous voulez que je parle? Oui. Vous savez, nous autres, dans le monde du sport, les gens aiment beaucoup qu'on utilise ce qu'on a déjà fait pour encourager les gens comment est-ce qu'ils peuvent le faire. Puis un dirigeant d'entreprise ou à n'importe quel niveau d'une entreprise, si tu travailles tout seul, ce n'est plus une entreprise. Non. Mais comme dans le sport, c'est la famille, c'est Même important. chose. C'est un Et dans esprit la de famille sportive, tu as des journées qui sont le fun. Oui. Il y a des journées que tu perds. Il y a des journées que tu te chicanes. Et les chicanes dans le monde du sport, il y en a tous les jours sur une équipe. Mais tu dois garder ça à l'interne. Alors, si tu deviens dirigeant ou dirigeante d'une entreprise, tu te chicanes avec ton employé, hey, c'est entre vous autres. Je pense que c'est important ce que vous partagez là. Et souvent, il y a des gens qui, quand ils sont frustrés, disent à tout le monde, sauf à la personne. À ne pas faire. Tu sais, j'ai toujours, si tu n'es pas content de où tu travailles ou les conditions de travail que tu as, c'est pas compliqué. Va-t'en. Va-t'en ou adresser... Non, va-t'en. Ah ouais, c'est ça. Va-t'en. T'es pas heureux ici, va-t'en. Tough comme message, hein? Non, mais c'est la vérité. Pourquoi déranger tout le monde d'autre? T'aimes pas ton entreprise? Va-t'en. Parle pas contre ton entreprise. T'as pas le droit. Parle pas contre la famille.
Voilà, même chose. c'est ça. Moi, écoute bien, moi, aux expos, Oui. quand je voyais un jeune, moi, j'ai jamais porté une autre casquette sportive sauf des expos de ma vie. OK. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. C'est touchant, là. Lorsque je voyais un jeune qui travaillait au stade avec une casquette haute des expos, j'ai dit, pourquoi tu vas pas travailler là-bas? Ah, Pauvre jeune, il me regarde. Mais M. Burette, ben non, va travailler ailleurs. je l'ai eu en spécial. C'est pas ça, là. Va travailler ailleurs. Quand tu viens ici, Tu porte-la mets pas. la casquette des Je les voyais le lendemain, ils la portaient pas. J'adore ça. On s'est adressé à des dirigeants d'entreprise, à des aspirants conférenciers. Si Roger Brulotte s'adressait à lui-même quand il avait 20 ans, maintenant que sa vie est rendue où elle est, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on... Sois passionné. Mais on vous l'a déjà, là, Ouais, mais intensément, là. Oui, mais ça fait depuis l'âge de 20 ans. Donc, Il faut la garder, cette passion-là. Il faut la passion et respecter les gens à qui tu parles. Ah. Dans un langage que les gens puissent comprendre. Pas un langage de littérature. Oui. Parce que les gens ne comprendront rien. Il faut que tu parles que la personne puisse te comprendre. Et c'est sûr et certain, c'est bien beau que moi, je me comprends. Mais la personne, il faut qu'elle comprenne de quoi je parle. Sinon, pourquoi tu vas aller là? Je pense que c'est un message important, là. Puis le respect, c'est important. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a manqué de respect? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un Non, parce que où on se... Non, jamais. Parce que je j'ai pense que toujours vous respecté. êtes, J'ai toujours respecté. Puis vous êtes... Puis si quelqu'un dans la salle ose, j'y souhaite bonne chance. Je pense pas que quelqu'un oserait. C'est Non, ça mais que je dis, on t'en as commande toujours ça. quelques-uns qui essaient d'être drôles à l'occasion. Mais je leur réponds qu'ils trouvent ça moins drôle. Donc, est-ce que j'ai été un peu dans le personnel, là? J'ai C'est resté correct. quand même... On est correct. On arrive à la fin de l'entrevue. J'aimerais ça savoir si vous voulez nous partager quelque chose qui surprendrait les gens, quelque chose que les gens ne s'attendent pas. Est-ce que quelque chose que vous faites qui est moins divulgué, qui pourrait Non. surprendre les gens? Honnêtement, non, parce que Est-ce que vous cuisinez? Est-ce que vous dansez? Est-ce que vous jouez un instrument de musique? Quelque chose dans ce sens-là. j'ai un magnifique piano chez nous. Mais parlez-nous de ça. Moi, quand on a acheté notre maison à Terrebonne au Boisé, Oui? on a fait construire l'intérieur, tout ça, à notre goût. Et là, j'ai mis un toit cathédrale. Ah, À la maison, dans le temps des fêtes, la salle à dîner, et puis on peut s'asseoir environ 80 pour manger. 80. Ouais, c'est petit. Chaleureux. Et intime. le piano est là dans le milieu. Mais si vous l'avez acheté ou il était dans Non, la je maison? l'ai acheté Vous l'avez acheté? parce que je trouvais ça tellement beau. Mais vous en aviez jamais joué? Je sais pas jouer du piano. Mais il est beau. Je vous le dis, il est beau. Beau piano noir. Toujours bien... Ah. Les gens rentrent. Ah, quel un beau piano. Veux-tu... Non, pas aujourd'hui. Je me Pas repose. aujourd'hui, je me sens pas Je bien. sais même pas jouer 2 notes dessus. Puis est-ce qu'il y a des gens qui en ont joué? Ah, les autres qui savent jouer, je les laisse jouer tout de suite. Ouais, ça fait du bien au piano. Mais merci. Et cuisiner, Oui, cuisiner. moi, dans ma vie, jusqu'à présent, je fais des rôtis, de beurre de pinot avec un verre de lait. Je me suis jamais fait à manger. Pas jamais. On va y aller, là. OK, moi, j'ai vu dans le journal, c'était Oui. une entrevue que vous aviez donnée dernièrement, puis on vous avait demandé le secret du bonheur. Puis vous aviez répondu ça, que vous mangiez 2 toasts avec du beurre de pinot puis un verre de lait avant d'aller se coucher. Et un petit gâteau. Et un petit Un gâteau. petit gâteau. C'est tellement bon pour la santé. Ça part de où, ça? Le beurre de pinot, le petit Tout gâteau, jeune. le verre de Mais il lait? ne faut pas oublier, je viens d'un quartier défavorisé. Fait que le steak, puis tout ça, on en mangeait. Mais on ne savait pas qu'on n'en mangeait pas. Ah. C'était pas important pour nous autres, mais on mangeait du beurre de pinot, on mangeait des confitures, beaucoup de pommes de terre avec des légumes dedans. Mais on ne savait pas pourquoi. Mais on mangeait bien pareil. Fait que j'ai toujours eu le goût du beurre de pinot. Quand je vais en voyage, là, surtout, même pas surtout, n'importe où, j'ai toujours mon pot de beurre de pinot. Vous traînez votre beurre de Oui. pinot? Je suis allé, écoute bien. Ça surprend les gens. C'est la première fois qu'on a une déclaration toujours, comme ça. Mon beurre de pinot, toujours là. Et à un moment donné, j'ai visité des pays. J'étais chanceux de pouvoir visiter des pays. Et on se ramasse en Thaïlande. En Thaïlande? Là, on était à Singapour avant d'aller en Thaïlande. Puis là, je vois un McDonald's. J'ai-tu hâte de manger ce que je mange santé, hein? Hot dog, McDonald's. Tout ce que c'est qui n'est pas santé, là. Mettez-moi ça mon menu. Et là, j'arrive là, puis Dieu sait, il y a quoi? Un beau McDonald's. J'en commande un. La sauce, Ça goûtait pas la même chose? c'était du pays, hein? Ouais, c'est tout sûr. épicé, puis je mange pas l'épicé. Je fais l'épicé.
Fait que j'ai sorti mon beurre de pinot quand je suis arrivé à l'hôtel. Avec, j'aime pas parler trop de... Mais Céline, j'en ai déjà parlé. Je t'ai invité à souper chez elle. Moi, on a du fun. On rit. Je mange pas d'épicé. OK? Puis je mange pas des légumes. Légumes, là... Mais des pommes de terre, pour moi, c'est pas des légumes. C'est ça, les pommes de terre, c'est bon. Tout ce que c'est que t'es pas supposé manger, comme légumes, je mange ça. Le reste, là, les asperges, du brocoli. Du brocoli. Des choux de Bruxelles. Seigneur de ta part. Tu peux pas... Nomme-les tous ceux-là, tu vois ma réaction. Fait que là, on est assis. Et puis là, la première partie du repas, une soupe au maïs. Wow, j'ai mangé ça. Ouf, épicé. Ah non, épicé, non. Je l'ai pas mangé. La mettre de côté. Céline me regarde. Elle dit pas un mot. Là, on arrive, puis c'était leur semaine traditionnelle de mets québécois. OK. Là, on arrive. Ouh. Un bouilli aux légumes. Oh. Non. Mais là, tu es en visite, tu fais quoi? Mais un bouilli aux légumes, il y a tout un petit morceau de viande. OK. Puis il y a tout les petites pommes de terre. Oui. Mais je tassais le reste. J'enlevais le reste. Parce que si tu fais là, mais j'aime pas ça. Elle dit, t'aimes pas ça? Non. Puis là, René, il rit. Tu manges ça, ça va être bon. Non, non, René, tu me feras pas manger des légumes ou ça. Elle dit, qu'est-ce que tu manges? Du spaghetti. Ils m'ont fait un spaghetti. À part, on the side, c'est le fun. J'ai trouvé ça formidable. Là, j'ai jamais consommé d'alcool de ma vie. Je connais pas ça. Ma mère a dit, fume pas, bois pas, tu vas être grand. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais j'ai pas eu ce problème-là. Et je l'ai jamais essayé, fait que j'ai aucune idée c'est quoi. Et là, on arrive. Veux-tu du vin? Non, je bois pas ça. Elle dit, coudonc, qu'est-ce que t'aimes boire? J'ai veux-tu réellement le savoir? Puis on riait. J'ai du crème soda. Crème soda? Il y en avait un dans son frigidaire. Elle me donne un crème soda. L'année suivante, je retourne encore en Floride. On joue au golf pendant le camp d'entraînement. Encore une fois, on s'en va souper chez elle. Là, elle fait un beau plat. Excellent. Tout bon. Elle ne m'a pas servi. Et toi, tu manges du spaghetti. Elle avait appris. Elle avait appris. Pourquoi Roger avec un D? Ma mère vient de Liverpool. Il y a eu les Beatles, puis il y a eu ma mère. Mais elle m'a mis un D dans mon nom. Et ça tour était là. Le Roger. Tu sais, je parlais tout à l'heure des Royaux. Oui. J'allais voir Jackie Robinson jouer. J'étais tout jeune. Puis il était venu jouer avec les Dodgers de Brooklyn. Puis mon père m'avait emmené le voir jouer. Et ça m'a porté fruit. 40... Non, j'avais 12 ans. Quelques années plus tard. Quelques années plus tard, on va pas calculer. L'ambassadeur des États-Unis. Okay? J'étais impliqué avec le bureau du maire de Montréal. On est allé placer une plaque sur la maison où Jackie Robinson a resté. Ah. Alors, j'étais impliqué dans ça. Fait que quand tu vas chez eux, tu vois la plaque de Jackie Robinson. Mais le plus beau moment, c'était encore une fois, quand la ville de Montréal, je suis allé les voir, j'ai dit, Gary Carter est décédé. Il faut trouver une façon de honorer Gary Carter. Oui. Et on a décidé d'avoir la rue Gary Carter. Ça a pris 2 ans. C'est là que j'ai appris c'était quoi nommer une rue et comment le faire. Parce que moi, je les écoute bien juste à côté du stade olympique, la rue Pineuf. Les personnes à la ville m'ont dit, Pineuf, on va changer tous les noms de Pineuf en haut. Alors, on va enlever le nom d'un pape pour Gary Carter. Ouais. Là, je dis, écoute bien, y a-t-il une autre place? Là, il m'expliquait. Les rues de Montréal, à l'époque, oui, c'est des familles. C'est une famille qui avait une terre, puis elle donnait le nom. Il fallait le savoir. Hein? Je ne savais pas. Moi non plus. J'avoue aucune idée. J'apprends ça. Pierre-Luc Bertin, je n'ai pas pris de chance, parce que je comprenais. Mais je dis, il y a la rue Desjardins qui monte. Attendez. Desjardins, c'est jardin botanique. On ne peut pas enlever ça. Oui. Puis il dit, pour changer un nom de rue, pour le faire, il faut que ce soit nord-est, nord-sud, est-ouest, divisé par la rue Saint-Laurent. Wow. Parce que la rue Saint-Laurent, c'est... C'est elle qui... Fait que toi, si tu peux aller... Tu s'en vas de l'autre bord de Saint-Laurent, tu peux changer le nom. Mais si c'est pas l'autre bord de Saint-Laurent... Ça marche pas. Mais là, si tu changes le nom, c'est un nom important que tu vas enlever. Fait que là, j'ai dit, comment est-ce qu'on va changer le nom pour Gary Carter? 2 ans de temps. On a trouvé la rue Fayon, qui part pas loin de Saint-Denis, jusqu'à passer de Pâques-Jarry, mais t'as le boulevard Saint-Laurent qui est là. Ah. Et la rue là, que tu peux diviser, elle est là. OK. C'est la seule rue, il n'y en a pas d'autre. C'est la seule.
Là, on s'est assis. Là, j'ai écouté bien. Là. Si on le fait de même, la rue Fayon ne change pas de nom. Elle arrête à Saint-Laurent. Puis nous autres, on s'en va là-bas et ça ne change rien. Ça a pris 2 ans. Ça a pris 2 ans. Aujourd'hui, c'est la rue Gary Carter. Ah. Puis ils m'ont expliqué ça encore plus que je comprends. Ils ont dit, t'aimerais ça dans 40 ans qu'on enlève le nom de la rue Gary Carter? Ben non. Fait que c'est pas... Ça devient facile de changer un nom de rue. Non. Mais ça ne l'est pas. Mais c'est fascinant l'histoire, puis c'est fascinant la persévérance que vous avez eue, d'insister. D'insister. Oh non, on a travaillé ensemble. Je dois dire que la ville, on a réellement travaillé ensemble. Et par pur hasard, Serge Chavard et Mario Messier, sur la rue Fayon, ils construisent des blocs appartements. Ils sont en train de construire. Par pur hasard. Non, mais c'est vrai. Non, ils construisaient là, mais c'est la rue Fayon. Puis là, j'ai dit, choisis l'adresse de ton édifice, le 8. Pourquoi 8? Prends donc 8. Fait que c'est juste l'autre côté de Saint-Laurent. Fait que c'est facile, 8. Il prend 8. Quelqu'un qui reste là, c'est 8, Gary Carter. Ah, voilà. Tout est aligné. T'es là. Merci de nous avoir partagé Merci de m'avoir invité. Cette histoire-là. Pour moi, je suis incroyablement privilégiée. N'oublie jamais, demande pas de mourir. Dis-leur tes âmes. Ah oui, ça c'est le message essentiel. Merci d'avoir été à l'écoute du podcast Le Showcase des conférenciers. Si vous sentez que vous aussi, vous avez un message à partager, si vous sentez que vous aussi, vous voulez impacter les gens, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, à m'envoyer un DM avec le mot « ovation » et vous allez voir que c'est votre accès le plus direct à une scène, votre accès le plus direct à une standing ovation. Et moi, en attendant, je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode de podcast, l'endroit où chaque histoire résonne fort dans l'univers. Et je vous dis à presto!